On va passer à la table ronde suivante et je suis désolée Mathieu pour le retard qu'on a, le léger retard qu'on a pris. Dans la conjoncture fragile et incertaine qu'on a décrite ce matin, la mobilisation des acteurs publics ou privés apparaît évidemment comme le socle et la fondation indispensable pour imaginer une transformation, une véritable transformation de l'agriculture. Et donc Mathieu va modérer la table ronde suivante qui s'appelle Mobiliser et il sera accompagné de Mariem Drill, responsable de la transition verte et de la coopération sud-sud au Crédit Agricole du Maroc, Karima Essapak, responsable mondial de l'engagement social en développement durable de Danone, Mathieu Legris, responsable agriculture, développement rural et biodiversité à l'AFD, et enfin Carmine Paolo De Salvo, qui est spécialiste du développement rural à la Banque interaméricaine de développement. Ils sont déjà là, mais on peut les applaudir quand même. Et nous, on se retrouve un peu plus tard. Merci, merci beaucoup Capucine. Rebonjour à toutes et rebonjour à tous en salle et à distance. Je suis très heureux d'avoir commencé la journée et de la finir sur cette question de la mobilisation avec nos 4 invités. Vous le voyez, un sujet extrêmement large, toujours aussi prospectif pour essayer de réfléchir au futur possible, en tout cas ceux que dans vos différentes institutions vous souhaitez créer. Alors on a voulu, avec l'équipe de la Fondation, avoir cette dernière séquence autour de la mobilisation et principalement la mobilisation des financements publics et privés. C'est un axe de travail et de recherche qu'on va essayer de développer au sein de la Fondation. Donc je voudrais qu'on commence par partir des besoins. Et on a de la chance parce que non seulement j'ai 4 personnes brillantes avec moi, mais j'en ai une autre aussi à distance normalement qui, au cours de la table ronde, va essayer de se connecter. Elle est à Monrovia, il s'agit de Joséphine Francis. On va essayer de la prendre de temps en temps avec nous. Joséphine, est-ce que vous nous entendez ? Yes, I'm here. Wonderful. I'm here. Donc on va essayer de jongler avec vous en présence avec nous et avec Joséphine qui est à distance, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais la logistique a fait que c'était un petit peu compliqué et je tiens à la remercier encore au nom de toute l'équipe et de chacun d'entre vous d'avoir fait le déplacement depuis son exploitation agricole jusqu'à Monrovia pour avoir une bonne connexion et pour être connectée avec nous. Joséphine est vice-présidente du ROPA, en plus d'être agricultrice, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais qu'on parle des besoins de financement. Il y a maintenant un peu plus d'1 an, je crois, le dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire dans le monde des institutions romaines disait qu'il y avait à peu près 630 milliards de dollars en termes de moyens de financement public de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Le FIDA avait, au moment de la crise Covid, identifié un manque cruel. Près de 70% des besoins de financement, notamment des petits producteurs, demeuraient insatisfaits en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine. Alors, partons un petit peu de ces constats et de ces besoins. Et donc, je vais me tourner vers Mariem Drill, qui travaille au Crédit Agricole du Maroc, pour peut-être réagir sur ces besoins. Vous êtes au contact non seulement des agriculteurs marocains, mais aussi dans d'autres pays africains, puisque vous êtes aussi en charge de la coopération sud-sud. Comment est-ce que, en introduction de cette table ronde, vous pouvez nous partager cette question des besoins? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci Mathieu. Alors effectivement, il y a plusieurs chiffres qui circulent. Il y a également on considère qu'il manque à peu près annuellement à peu près 300 à 350 milliards de dollars d'investissement dans les systèmes alimentaires. Et que sur les financements qui sont disponibles, il n'y en a que 1,7% qui vont aux petits agriculteurs. Donc ça montre un peu tout ce gap de financement de ce qui arrive aux petits agriculteurs qui sont réellement, surtout dans des continents comme l'Afrique ou en Amérique du Sud, qui représentent entre 70 et 80% de la production alimentaire. Alors, un autre chiffre qui peut être intéressant, c'est qu'on a à peu près 6% des agriculteurs africains qui ont accès à des crédits bancaires. C'est-à-dire qu'on en a 94% qui n'ont pas accès à des crédits bancaires. Alors, plus encore, si on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il y en a uniquement 50% qui ont accès à d'autres systèmes de financement, c'est-à-dire des financements dits de type informel, qui ne sont pas donnés par des institutions formelles. Et donc, il y en a 50%
qui n'ont accès à aucun financement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité d'investir, de renouveler leur actifs productifs. Et donc là, quand on parle de transition, on parle d'investissement, c'est-à-dire comment on va pouvoir investir pour changer, investir dans les semences, investir éventuellement dans de la mécanisation, investir des fois dans des plantations. On a parlé d'agroforesterie aussi. Et donc tout ça nécessite des financements, parfois sur du long terme, au moins sur du moyen terme. Et ça, c'est ce qui manque de façon criante, en particulier en Afrique. Alors, pour donner le cas du Maroc, alors nous, on considère au Crédit Agricole du Maroc qu'on finance à peu près 30% des agriculteurs. C'est-à-dire, le bon côté de la chose, c'est que c'est un chiffre qui est relativement correct. On met à disposition des agriculteurs un certain nombre de mécanismes de financement, y compris les agriculteurs qui n'ont pas de garantie. Et ça, souvent, on sait que c'est un blocage. Le fait de ne pas avoir accès à un foncier titré est un blocage pour le financement. Donc, on a mis en place des mécanismes qui permettent d'aller au-delà de cette contrainte. Maintenant, le revers de la médaille, c'est qu'il reste quand même 70% des agriculteurs qui n'ont pas accès à un financement. Alors, principalement à cause d'une question de rentabilité. C'est-à-dire que pour être financé par un acteur financier, quel qu'il soit, on s'assure qu'on va avoir une rentabilité, bien sûr, qui va permettre de dégager suffisamment pour rembourser les dettes. Et donc là, on est vraiment dans le vif du sujet, de ce qui a été présenté toute cette journée, c'est-à-dire comment faire de la rentabilité et faire de la transformation. Comment produire suffisamment, mais en générant une rentabilité suffisante pour pouvoir investir, pour pouvoir se projeter dans le futur, etc. Et là, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après, c'est réellement un changement dans le métier de la banque. On attend aujourd'hui des institutions financières d'aller au-delà de ce qu'elles font, c'est-à-dire d'attendre simplement que les agriculteurs ou les porteurs de projets viennent avec un projet qui est prêt, qui intègre tous les critères, que ce soit les critères de rentabilité économique ou les critères de rentabilité ou les critères ESG dont on a également parlé. Et donc, on attend du secteur financier d'être aussi un levier dans la transformation et d'aller vraiment susciter des projets qui vont répondre à toutes ces exigences. Merci beaucoup Mariam, c'est un point important d'avoir fait ce constat sur les besoins. Si Joséphine est toujours avec nous, j'aimerais qu'elle puisse réagir à ces constats qui ont été dressés par Mariam et puis aussi à ce que nous a dit une autre Joséphine juste avant depuis les Philippines. Est-ce que Joséphine Francis, vous êtes toujours avec nous? Vous souhaitez peut-être réagir avec cette question des besoins et de l'inclusion financière des agriculteurs dans les systèmes alimentaires? Yes, I'm here. And my intervention with what Marianne have just said is the reality in Africa. The smallholder farmers, majority of the farmers in Africa are subsistence farming, and they do not have access to loans, to financial institutions. So most of them are doing unconventional financing. And even as that, it is very difficult. So we need to continue to push to keep lobbying for our different institutions, our government, because agriculture is the backbone of a country economy. And agriculture has the largest employment. So if we continue to lobby to make sure that some of the donor funding can go into the banking system for farmers to start realizing that agriculture is a business. And we also want to ask that we get more engaged into trade, because presently in Africa, funding that come to Africa for agriculture are donor funding, and that is not sustainable for the agriculture sector. So we need to really start to negotiate and start advocating for financing for the smallholder farmers in Africa so they can be sustainable
and take agriculture as a business and not to depend on trade, because agriculture is not an event. It's a sustainable development for every country in the world. Thank you. Merci beaucoup. Merci Joséphine, on reviendra vers vous dans la suite de la table ronde. Alors avant, je vais prêcher pour ma paroisse et vous dire aussi ce que nous on fait au sein de la Fondation Farm sur ces questions des financements et des soutiens, notamment les soutiens publics. Nous avons lancé il y a quelques mois un observatoire des soutiens publics à l'agriculture et à l'alimentation. Je voudrais d'ailleurs rendre tout le crédit de ce travail à Abdoul Tapsoba, qui est au fond de la salle et qui travaille avec les étudiants sur la modération. Cet observatoire, vous le voyez à l'écran derrière vous, mais en tout cas en face de vous aussi. C'est un observatoire qui agrège plusieurs types de données qui viennent de la maison ici, de l'OCDE, de la Banque interaméricaine de développement et de la FAO. Un outil qui permet de comparer à l'échelle de la planète ce qui est possible de comparer sur les dépenses publiques, les dépenses budgétaires des États et puis les mesures de soutien au marché. Alors c'est un outil comme l'est la Fondation Farm qui se veut transparent, accessible à tous et à toutes. Vous pouvez télécharger les données. Vous pouvez aussi aller vous balader sur l'observatoire, essayer de comparer le Panama avec la Guinée ou le Brésil avec l'Inde pour essayer d'avoir des comparaisons sur ces différents outils et indicateurs. Alors cet observatoire, vous le voyez, il y a des cartes, il y a des infographies qui vous permettent de visualiser aussi ce qu'il se passe. On a déjà publié quelques analyses. C'est un outil qui est largement perfectible et on espère que nos partenaires qui sont dans la salle aussi vont nous aider à l'enrichir, à le développer pour qu'il soit toujours plus utile aux décideurs, aux étudiants et puis également aux chercheurs. Alors Abdoul Tapsoba qui a travaillé sur le développement de cet observatoire. On a écrit avec lui un petit papier, un petit article sur notre blog et on a analysé les différentes situations. On a tiré 2 conclusions majeures que je vous partage et sur lesquelles, Paolo, je voudrais que vous réagissiez. Donc là, ce sont des conclusions qu'on a faites sur l'Afrique subsaharienne. La première, c'est que plus les pays dépendent de l'agriculture, sur le plan économique, sur le plan aussi de la force de travail, comme Joséphine l'a rappelé, bien, plus ils dépendent de l'agriculture, moins ils la soutiennent, en tout cas dans les cas d'Afrique subsaharienne. Et puis le deuxième constat, c'est que l'agriculture est finalement indirectement ciblée. Quand on regarde la masse des financements, on arrive plutôt à des dépenses qui vont vers la finance rurale, les financements des infrastructures, santé, éducation, mais pas directement vers le producteur ou la productrice. Alors, Paolo, je me tourne vers vous, qui êtes le spécialiste, en tout cas sur cette table ronde, et certainement pas uniquement sur les questions de dépenses publiques. Vous arrivez depuis l'Amérique du Sud, mais vous avez un regard transversal sur tous les pays. Est-ce que ces constats sont généralisables ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut retenir comme élément fort et structurant des dépenses publiques en matière de soutien à l'agriculture et à l'alimentation? Oui, bonjour, merci pour l'invitation, et merci à Farm pour avoir fait ce travail de l'observatoire qui est très bienvenu et je pense que c'est très utile. Ça fait longtemps que je ne parle pas en français en public, donc, mais je vais essayer quand même. Je trouve que, comme je l'ai dit, que c'est un travail très intéressant. Nous, comme Banque interaméricaine du développement, on est un producteur de ces données-là, au moins pour l'Amérique latine et la Caraïbe. On utilise la même méthodologie que justement l'OCDE avait préparé, avait généré dans les années 80 avec la FAO. Donc on fait un effort au sein d'un consortium international de toutes les organisations internationales qui travaillent sur ce sujet du suivi des politiques publiques sur l'agriculture. Et bien sûr, ce qu'on fait, on produit ces données sur tous les pays qui peuvent aider à monitorer, à suivre ce qu'ils font les différents gouvernements dans les pays pour appuyer le secteur de l'agriculture et aussi de l'alimentaire en général. Donc, ces conclusions-là, oui, sont des conclusions qui sont plutôt communes sur tout le monde. Et il y a beaucoup d'études sur ça. Il y a le président actuel de l'IFPRI qui a étudié beaucoup ces dynamiques. Je suis sûr que vous connaissez plus que moi. Mais oui, c'est un fait que dans les pays les plus riches, disons, il y a un appui à l'agriculture qui est beaucoup plus fort que dans les pays plus pauvres.
Et ça s'explique parce que le secteur agricole dans les pays plus développés, plus riches et plus petits, mieux organisés. Et il y a aussi des ressources fiscales qui permettent effectivement d'appuyer l'agriculture de manière beaucoup plus forte. Il y a des cas exemplaires. Il y a la Norvège, il y a la Corée, il y a le Japon qui effectivement appuient beaucoup leur agriculture. Après, il y a des cas, disons, moyennes comme l'Union européenne ou les États-Unis. Et après, il y a tout le monde, disons, en voie de développement qui n'appuie presque pas ou même punit un peu d'un point de vue des mesures de commerce et le secteur agricole. Ça, c'est une tendance qu'on a vu beaucoup au long des décennies. C'est une tendance qui s'est réduite. Il y a eu une convergence, clairement, entre les pays les plus développés et les pays moins développés. Aujourd'hui, on est à un niveau d'appui en général en moyenne du 17% au niveau mondial. Ça veut dire, de manière très, très vulgaire, disons très, très, très simple, que de 100 dollars ou euros ou unités monétaires qu'un agriculteur reçoit, 17 en moyen vient de appui d'État. Mais il y a des différences énormes entre les différents pays. Moi, je travaille dans un pays qui est l'Argentine, qui est un des peu pays au monde qui a un soutien négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des restrictions très fortes aux exportations qui font baisser beaucoup les prix des exportations. Donc, en général, le secteur est puni par les politiques publiques, même s'il n'y a pas beaucoup et au même temps, il y a des appuis, clairement. Il y a des appuis à la recherche, il y a des appuis à la santé publique, aux infrastructures, mais ils ne sont pas comparables au niveau de taxes indirectes qui est placé sur le secteur agricole. Donc je dis oui, il y a des différences énormes dans le monde, et je pense que c'est bien, et encore une fois, je remercie la Fondation Farm pour faire ce travail-là, parce que je pense que c'est l'heure vraiment de remettre sur la table ce sujet. Il était sur la table dans les années 80-90, après on l'a un peu perdu, je pense. Et je pense qu'aussi les institutions internationales se sont concentrées sur des autres choses pendant certaines décennies. Et maintenant, malheureusement, d'une manière, on est forcé à retourner sur ces sujets pour à cause des dynamiques qu'on a vues au cours de la journée, la pandémie, bien sûr, et après les tensions qu'il y a eu sur les marchés internationaux à cause de la guerre en Ukraine. Donc, je pense que c'est le moment de le remettre sur la table et de voir comment concilier ce type de discussion et d'analyse avec la réalité de la sécurité alimentaire qui montre une tendance préoccupante, l'insécurité alimentaire dans le monde, et les défis climatiques et technologiques qu'on a devant. Donc, je pense qu'il faut lier tout ça avec justement ces deux grands thèmes, l'insécurité alimentaire et le défi climatique. Donc, on reviendra là-dessus. Je vous pose une question. Je me dédouane en disant qu'elle vient presque de Laure-Tal, qui est sur ma gauche et qui va conclure les travaux. Quand on a préparé un peu cette journée, elle me disait à moitié qu'en fait, en tout cas dans le cas du Sénégal, il fallait, et pardon si je travestis tes propos, mais quasiment ne plus imaginer compter sur l'État sénégalais et sur les financements publics. Donc on a en même temps ce constat d'un besoin de financement public pour l'agriculture, et en même temps on a l'impression que les États vont pas mettre plus de moyens. Donc comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on résout cette équation si complexe, Paolo? Bon, ça dépend bien sûr de l'État, ça dépend beaucoup de la situation fiscale du pays, ça dépend de l'économie politique du pays, donc c'est difficile de généraliser. Mais encore une fois, je pense que dans la situation actuelle, c'est beaucoup plus facile de remettre cette question au centre du débat politique. Et je pense qu'il devrait y avoir une initiative aussi au niveau international. Je sais qu'il y a eu le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires l'année dernière.
Je ne suis pas trop convaincu qu'il y a eu des conclusions très fortes sur le sommet, je dois le dire de manière transparente. Comme vous l'avez dit, si on fait des discussions transparentes. Donc, je pense qu'il faut relancer ce type de discussion et se mettre d'accord. J'ai lu, ça fait quelques semaines, un rapport de la Banque mondiale de l'IFPRI qui essayait de voir comment réformer, comment restructurer justement l'appui à l'agriculture pour produire plus en générant moins d'impact environnemental. Honnêtement, ce n'est pas facile, et surtout à un niveau global. Mais la conclusion, pratiquement, c'était... c'est un rapport très long, donc je vais essayer de le résumer de manière très efficace. Mais pratiquement, c'était d'investir beaucoup sur la recherche, sur la génération de recherche appliquée. Je comprends qu'il y a beaucoup de recherche qui est déjà faite, mais je pense quand même que le défi est tellement grand qu'il faut mettre beaucoup d'efforts sur la recherche appliquée de productivité qui puisse réduire les impacts environnementaux. Et c'est vrai, on le connaît, je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est vrai qu'on publie 1000 papiers sur un certain thème, peut-être on va en trouver un qui effectivement bouge la frontière de l'innovation. Donc je pense que c'est important de maintenir cet effort, et l'effort qui a été fait dans les dernières 60-70 ans par les institutions de recherche internationales sur l'agriculture ont eu des résultats énormes et importants en termes de génération et de multiplication de la quantité de nourriture qu'on est capable de produire dans le monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup mis l'attention sur les effets environnementaux que tout ça a généré. Donc, je pense qu'il faut redoubler ce type d'attention et ce type d'effort pour prendre en charge les deux défis en même temps. Et justement, c'est le deuxième temps de cette dernière table ronde sur l'accompagnement des transitions. On a le constat à peu près posé, même si j'en suis sûr que ça génère chez vous plein de questions. N'hésitez pas à utiliser le système pour les poser, et puis on en discutera à la fin de la session avec les étudiants qui porteront vos questions. Alors, ces soutiens, finalement, comme vous le disiez, Paolo, il semblerait qu'une partie ne soit pas orientée vers des transitions ou vers des modes durables de production dans un contexte aujourd'hui de recherche de souveraineté alimentaire. C'est une autre donnée qu'on a conclue de l'Observatoire, c'est-à-dire qu'une bonne partie des financements, notamment en Afrique subsaharienne, sont, en tout cas ceux qui touchent les producteurs, orientés vers les subventions aux intrants. Et donc aujourd'hui, avec le contexte de guerre en Ukraine et de conflictualité aussi sur l'accès à ces intrants, est-ce que, et là je me tourne vers vous Mathieu, le GRI de l'Agence française de développement, est-ce que ça a du sens dans ce contexte de forte hausse des intrants et de recherche d'une forme de souveraineté alimentaire et agricole, d'avoir des financements qui ne vont pas vers la transition? Et comment est-ce que, du point de vue d'une banque de développement, on peut enclencher ou accompagner ces transitions? Merci. Merci Mathieu. Bonjour à toutes et tous. Alors, avant de venir sur la question du poids des intrants dans les soutiens publics, je me permettrai de faire un petit détour par ce qui a été dit et pas dit, de mon point de vue, dans la deuxième table ronde sur la transition agroécologique, justement. Je pense qu'il y a un élément extrêmement important, au-delà de... Une fois qu'on a dit que la performance technique de l'agroécologie était avérée par un certain nombre de travaux de recherche, qui est la question de sa faisabilité à la fois financière et économique. Il y a un point absolument clé qui est la capacité de cette agriculture à rémunérer les agriculteurs, et notamment à rémunérer le travail additionnel, bien souvent, qu'elle induit. Et ça, je dois dire que on est collectivement un peu faible dans les éléments de démonstration à ce sujet-là. C'est du moins mon point de vue, et je pense que cette faiblesse, elle se traduit dans notre crédibilité dans le dialogue de politique publique sur cette transition agroécologique. Donc, mon point, c'est qu'il faut absolument mettre sur la table ces équations économiques et financières de la transition agroécologique, et de le mettre sur la table en toute objectivité. Parce que se poseront dès lors des questions de
de performance économique intrinsèque de ces systèmes et de capacité aujourd'hui des systèmes financiers à rémunérer aussi les services rendus aux écosystèmes par cette agriculture. Et là, je pense qu'il y a énormément de travaux nécessaires sur ce point. Je pense qu'on est encore à un état relativement embryonnaire de la résolution de ce problème. Et donc, j'insiste là-dessus parce que ça, c'est aussi un enjeu de politique publique. La rémunération de ces services écosystémiques, c'est un sujet de politique publique qui peut être traité à différents niveaux, pas seulement national probablement. On voit que dans une certaine mesure en Europe, il est traité à l'échelle continentale. Et derrière ces questions des soutiens publics, il y a aussi ce sujet-là qu'il ne faut pas occulter. Et cette transition agroécologique, elle est aussi, nécessite aussi des financements sur la formation, le conseil, tout l'appui soft, on va dire, qui a été abordé déjà à plusieurs reprises aujourd'hui, mais qui est absolument nécessaire pour opérer les transitions. Voilà. Et puis, elle nécessite aussi des incitations financières, peut-être. Et là, je crois que le canal des banques publiques, et vous en avez 3 autour de la table là, différentes, une nationale, une multilatérale, une de développement bilatéral, eh bien, sont des vecteurs propices d'incitation publique, si tant est qu'on soit capable, in fine, de rendre compte de l'impact. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Sur les engrais ensuite, et je ne veux pas être trop long, mais je pense qu'il ne faut pas de manichéisme sur ce sujet. Il y a un enjeu d'accessibilité aux engrais en Afrique subsaharienne qui va demeurer, inflexion vers la transition agroécologique ou pas. Il a été dit tout à l'heure, le président du HLPE nous a invités à différencier les regards entre différents contextes, et l'Afrique subsaharienne est très peu consommatrice d'engrais, continuera à en avoir besoin. Encore faut-il ensuite que les soutiens publics et les subventions aux engrais soient smart, on va dire, soient pérennes en tout cas, et bien ciblées. Mais ce que dit ce 90%, c'est les 10% en fait, qui veut dire tout ce qui n'est pas financé, et notamment tout ce que j'ai évoqué à l'instant. Voilà, merci. Merci Mathieu. Alors impact et incitation, c'est parfait. Vous me tendez, enfin en tout cas vous tendez la perche à vos voisins de droite, banque commerciale, banque publique, banque multilatérale, et aussi j'oublie pas à ma droite aussi le secteur privé et donc les acteurs aussi de la transformation agroalimentaire. Peut-être avec vous Mariam sur cette question de l'accompagnement des transitions. J'imagine que c'est aussi un changement de logiciel pour une banque de devoir gérer les risques. On en parlait il y a quelque temps, le risque climatique, par exemple, qui change aussi votre perception de la création de ces incitations. Alors, comment est-ce qu'une banque commerciale qui est leader du marché marocain sur l'agriculture notamment, accompagne les producteurs dans l'évolution de leurs pratiques au quotidien, avec, je sais aussi, un soutien, un plan et une vision, Christian Huyghe en parlait tout à l'heure, politique de ce que doit être ou de ce que peut être l'agriculture? Alors effectivement, le risque climatique, je pense que c'est une notion qui est relativement récente dans les banques. Et son intégration, elle est encore au balbutiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ce risque, il est important, que c'est un risque à intégrer dans les décisions des banques, mais ça reste quand même quelque chose qui est relativement difficile à faire, complexe, et que ça soit en Europe ou dans l'ensemble des pays, c'est quelque chose qu'on est encore en train de tâtonner. Alors, les premières études, notamment au Maroc, ne sont pas du tout rassurantes. Maroc, pays semi-aride, où on a de plus en plus de sécheresse, où on a été confronté à 3 années successives de sécheresse. Les premières estimations montrent que le risque climatique, l'impact du changement climatique, il pèse sur à peu près 30% des actifs des banques. Donc c'est un chiffre alarmant pour le système financier marocain. Et donc, bon, bien sûr, c'est une question de scénario. Quel scénario on envisage? Qu'est-ce qu'on met dans ça? Toujours est-il que c'est quelque chose qui est fait pour montrer en fait au système financier qu'il doit commencer à intégrer la prise en compte de ces
de ce risque climatique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que un événement climatique majeur va avoir un impact sur les activités que nous finançons, sur nos clients, qui vont donc avoir du mal à rembourser leurs créances. Quand il y a une série d'événements climatiques néfastes, en fait, c'est toute la chaîne qui se grippe. C'est-à-dire qu'on commence, par exemple, du secteur agricole avec une sécheresse, ça va se transmettre à l'agroalimentaire, ça va se transmettre aux ménages qui vont moins consommer, qui vont avoir moins d'accès à des possibilités d'emploi, etc., etc. Donc c'est un peu cet effet boule de neige qui est difficile aussi à quantifier. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les banques sont aussi dans une phase de transition. Non seulement donc, on doit accompagner la transition de nos clients, donc on comprend aujourd'hui que la transition de nos clients, elle est tout à fait vitale pour nous, notre survie. C'est-à-dire qu'on doit revoir aussi notre business model, qu'est-ce qu'on est prêt à financer. Mais attention, ce qui est complexe dans ça, c'est que quand on parle du secteur agricole, on ne peut pas du jour au lendemain juste décider d'arrêter de financer l'agriculture parce que c'est un secteur qui est particulièrement risqué. Donc, en gros, il faut gérer, participer au verdissement de ces chaînes de valeur et participer à leur résilience de façon progressive. Je rappelle que les agriculteurs africains ne contribuent pas beaucoup au changement climatique. Donc, on ne va pas les pénaliser, on va plutôt essayer de les aider à adopter des pratiques qui vont leur permettre d'améliorer leur rendement, d'améliorer leur niveau de vie, d'améliorer leur résilience et les services rendus. Parce qu'en fait, on leur fait porter le poids de tout ça. Changer leur façon de faire, sauver la planète, sauver l'environnement, la biodiversité, etc., etc. Donc, c'est ces pratiques, c'est les services écosystémiques dont parlait Mathieu à l'instant. Et donc, nous, notre rôle, c'est effectivement d'avoir des critères qui vont nous permettre de voir, ou au moins d'aller dans la bonne direction, mais de faire ça de façon progressive. Alors, en ayant aussi de la recherche pour savoir qu'est-ce qui est bien dans ces pratiques agroécologiques. Je pense qu'on l'a compris, c'est complexe. L'agroécologie, ce n'est pas juste une pratique ou deux. C'est un système de pratiques qu'il faut adapter en fonction de chaque endroit, de chaque région, des contraintes de chaque région. C'est un système culturel, mais aussi un système social à revoir, un système politique. Et donc l'idée, ce n'est pas de faire des transformations à la marge, on parle vraiment de reconfigurer tout le système agricole. Et donc le rôle des banques dans ça, c'est au-delà de financer, d'aller tester avec les agriculteurs, de leur donner les moyens de faire cette transition sans leur faire porter la totalité du risque que ça signifie. Et donc faire des incitations, soit en termes d'accompagnement, donc en termes de renforcement des capacités, soit en termes d'incitation financière pour diminuer le risque qu'ils ont à gérer. Alors, je me tourne vers vous, Karima, et puis peut-être qu'on reviendra ensuite vers Paolo sur les questions de financement qui ont été évoquées par Mathieu Legris et par Mariam Drill. Finalement, quand on a avec nous un industriel qui fait de la transformation, qui est aussi au croisement entre les banques, les agriculteurs et les marchés, et puis aussi dépend de ces banques-là pour ces investissements. Comment est-ce que depuis la lunette Danone, on va dire, qui est impliquée bien sûr sur beaucoup de terrains différents à travers le globe, et puis par vos expériences aussi, vous en tant que Karima, comment est-ce que vous voyez l'implication de ce secteur privé dans l'accompagnement des transformations? Mariam utilisait un mot qu'on aime beaucoup à Farm, l'intermédiation, la médiation aussi, qui est très importante. Et quand on a préparé cette table ronde, vous avez aussi insisté sur ce rôle que peut jouer le secteur privé. Bonjour à tous. Et en fait, moi, je vais être un peu radicale avec une première réponse, qui est de dire, en fin de compte, on n'est pas dans l'intermédiation, on est dans le même bateau que l'agriculteur. C'est-à-dire qu'un industriel, un agro-industriel, si sa chaîne d'approvisionnement agricole ne réussit pas sa transition, si on n'a plus d'agriculteurs qui gagnent bien leur vie, qui ont des conditions de travail qui sont satisfaisantes,
et qui arrive à justement être résilient face aux nombreux changements climatiques, ben on meurt en fait, tout simplement. Et donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience du secteur agroalimentaire, d'autant plus exposé comme Danone. On travaille avec, pour une grosse partie de notre activité sur le lait, donc c'est du vivant à double titre, c'est l'agriculteur, mais c'est aussi des bêtes. Et en cela, on est vraiment dans le même bateau, c'est notre business model qui en dépend. Et puis, par ailleurs, quand on est un grand groupe, on est sans doute encore plus exposé, puisque nous, on doit répondre aux changements climatiques, reporter avec des canevas de réglementation, de reporting qui sont de plus en plus exigeants, qui nous demandent d'être de plus en plus précis, et cela partout dans le monde. Donc, le réchauffement climatique, nous, on l'observe, on le voit. On ne vit pas la même chose au Mexique. Je cite le Mexique parce qu'on a la chance d'avoir un programme avec la Banque interaméricaine de développement. Mais on ne vit pas la même chose là qu'en France, dans le nord de France. Pourtant, on a des enjeux. Au Maroc, où on a 40 000 agriculteurs, ce sont des petits agriculteurs. Donc, on est, en tant qu'industriel de l'agroalimentaire, extrêmement... notre destin est complètement lié à celui de l'agriculture, des agriculteurs. Il est intimement lié au succès et aux trajectoires qu'on va collectivement choisir d'adresser sur ces enjeux climatiques. Et c'est peut-être là le point, c'est qu'en réalité, l'agriculteur, l'industriel, il a été obligé de travailler les sujets d'un point de vue scientifique, d'un point de vue climat, d'un point de vue agriculteur, d'un point de vue financement. On a été obligé de regarder l'ensemble de ces aspects, et puis on est quand même arrivé au constat qu'il va falloir aussi qu'on sonne, nous aussi, il va falloir qu'on change, notamment sortir notre zone de confort et beaucoup plus travailler avec nos concurrents, avec d'autres industriels, parce que dès lors qu'on pense à agriculture résiliente dans le temps, eh bien on se force à ne plus regarder sa chaîne de valeur propre. Je suis obligée d'arrêter de penser en tant qu'acheteur de lait. Je suis obligée de m'intéresser à la production de betteraves pour mon collègue de Tereos qui va faire du sucre ou autre chose, et et me mettre vraiment dans les chaussures de l'agriculteur en essayant de comprendre comment fonctionne son établissement, son exploitation, m'intéresser au paysage. Tout ça, c'est très nouveau pour un industriel de l'agroalimentaire qui est plutôt industriel. Il y a des industriels qui ont un amont très très intégré, qui travaillent directement avec les agriculteurs, et puis on a d'autres moins. Et puis quand on est un grand groupe comme nous, on a cette diversité-là. Et si on zoome sur l'Afrique, c'est aussi un très très bel exemple, puisqu'on est à la fois présent, on a des agriculteurs en proche, et on a cette incroyable opportunité, et en même temps cet incroyable challenge d'accompagner la création de filières, qui est un outil, je pense, je ne suis pas sûre qu'on fasse plus puissant que ça. Et là, l'industriel peut jouer un rôle clé, puisqu'on va fédérer, apporter un débouché, apporter de la stabilité. On l'a entendu tout à l'heure, même face aux institutions bancaires, apporter de la visibilité sur un contrat pluriannuel, se mettre d'accord sur des pratiques. Qu'est-ce qu'on entend comme pratique d'agriculture régénératrice? Faut-il encore qu'on soit tous d'accord, qu'on ait les mêmes indicateurs? Donc voilà, en fin de compte, l'industriel aujourd'hui, il est face à beaucoup d'obligations, beaucoup d'attentes, et en même temps, on a un dessin complètement lié à l'agriculteur et à son avenir. Oui, et puis dans le même temps, vous avez aussi un cahier des charges, des demandes sociétales qui se répercutent de fait sur l'agriculteur ou sur les agriculteurs au pluriel. Et donc, ça veut dire un enjeu de partage du risque et de la contrainte. Comment on accompagne ça? Comment on gère ça? Je vais juste redire tout ce qui a été dit. Hein, on l'accompagne. Alors, on doit partager le risque, et puis du coup, on doit aussi partager la valeur. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ça, c'est une des réponses. Et donc, ça veut dire partager de la connaissance, nous-mêmes monter en connaissance, se mettre d'accord sur un référentiel partagé de connaissances avec des scientifiques, avec des universitaires. On travaille beaucoup avec des universitaires, notamment l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Mais on doit mettre en place des cahiers des charges, en effet. Ça veut dire se mettre d'accord sur des bonnes pratiques, les faire accepter par les agriculteurs, les faire comprendre, et puis ensuite faire tout
tout un travail d'accompagnement, de formation. De tout ce qu'on a pu faire chez Danone et ce que j'ai pu observer chez d'autres aussi industriels, la formation, elle a été clé. Et quand on dit la formation, il faut accepter que ça prenne du temps. On ne va pas faire changer un agriculteur de pratique alors qu'il est maître chez lui et qu'il a toujours fait des choses d'une certaine manière du jour au lendemain. Donc ça demande du temps, ça demande des démonstrateurs, de pouvoir montrer aussi des choses qui ont existé, de pouvoir l'emmener sur le terrain, qu'il puisse constater par lui-même. Et puis, ça demande aussi des mécanismes de financement. Donc, la partage de la valeur, c'est nous revoir aussi la façon dont on rétribue cet effort. Est-ce que c'est un bonus particulier? Est-ce que c'est un accompagnement avec un tiers de confiance qu'on a pu faire notamment avec le Crédit Agricole en Nord-de-France, mais également au Maroc? Comment on peut mettre sur la table du financement pour accompagner l'agriculteur dans ce risque de transition, parce que rappelons-le, c'est une transition, ça sous-entend que potentiellement sur 3-5 ans, on ne sait pas ce que ces pratiques peuvent engendrer comme baisse de productivité, tout simplement, avant de revenir à, on l'espère, une production qui est satisfaisante pour l'agriculteur et l'industriel. Merci, on reviendra sur ces points dans la suite, mais je voudrais revenir vers Paolo et vers Mathieu sur notamment la question des banques agricoles. Finalement, quand dans certains pays, il n'y a pas de banque commerciale, est-ce que les banques bilatérales et multilatérales, ou plutôt comment est-ce que les banques bilatérales et multilatérales peuvent soutenir les banques publiques qui existent ou les banques publiques agricoles qui demeurent? On en parlait encore hier, il y en a finalement assez peu dans les différents pays de vos interventions. Comment est-ce que, en tant que banque bilatérale et banque multilatérale, quels outils ou quelle politique on peut mettre en œuvre pour mobiliser, vous avez bien compris que c'est notre mot-clé de la journée, quels sont les outils, les leviers dont vous disposez de chacun de vos côtés? Merci. Alors, dans le secteur agricole, les banques publiques, elles ont la particularité d'occuper une part de marché considérable, parce que le marché est lui-même défaillant, en fait. C'est 2/3 du financement formel agricole qui est apporté par des banques publiques. Donc, on voit bien que c'est un vecteur absolument crucial de mobilisation financière, d'accès, d'inclusivité financière également dans le monde rural, et d'instruments de transition. En fait. Par ailleurs, par leur caractère public, ces banques, les banques nationales, mais aussi les banques de développement bilatérales ou multi ou régionales, elles sont mandatées par des objectifs politiques et beaucoup par les objectifs de développement durable. Et donc, je crois que s'agissant des questions de mesure d'impact, d'incitation à l'investissement à impact positif en matière environnementale et sociale, d'une part, ces banques ont un rôle direct de financement à jouer et de gestion d'incitation publique que peuvent leur donner des États, c'est une chose, mais aussi c'est un laboratoire obligatoire pour créer de la méthode, créer des mécanismes de traçabilité, de mesure d'impact, adapter des produits financiers, les partager, pour que peut-être demain, tout ceci puisse être aussi utilisé par le financement privé, en fait. Donc il y a un potentiel effet d'entraînement de la sphère des banques publiques sur le financement privé en termes de pratique et en termes d'impact et de gestion d'incitation publique. Ça, c'est un peu l'objet, enfin c'est un des objets du mouvement Finance en commun qui a été lancé il y a maintenant 2 ans et demi, justement sur cette idée-là. Considérant que les banques publiques à l'échelle mondiale, au-delà de l'agriculture, c'était 10% de l'investissement mondial global, il y avait un rôle d'aiguillon potentiel que pouvaient avoir les banques publiques de par leur caractère public sur les pratiques du financement privé. Et donc c'est un levier de transition.
Et donc, dans le cadre du mouvement Finance en commun, il y a justement une coalition des banques agricoles qui travaillent spécifiquement sur ces sujets, qui échange de l'expérience, de l'expertise et qui met en place des méthodes, notamment de mesures d'impact, sur l'adaptation au changement climatique, l'atténuation et la biodiversité. D'ailleurs, s'agissant des risques sur lesquels, ceux qui pèsent sur les banques elles-mêmes, il y a les risques climat, il y a aussi les risques de biodiversité qui commencent à être un peu mesurés et qui sont aussi potentiellement élevés. Donc voilà, ça c'est un levier de mobilisation important. Par ailleurs, dans notre pratique quotidienne, ces banques publiques agricoles, on les finance. On les finance par des lignes de crédit qui sont bonifiées pour être incitatives et pour leur permettre d'aller vers des cibles qui sont peu ou pas financées par ailleurs. Et on les bonifie également pour cibler les investissements qui sont éligibles à ces lignes sur des investissements à impact favorable. Mais ça ne suffit pas. Moi, je répète que les États ont tout intérêt, quand ils disposent de ces institutions financières publiques, à les utiliser davantage et à utiliser leur capacité de levier. Ça, c'est déterminant. 1 euro d'incitation dans une banque publique peut donner 10, 15, 20 euros de financement à l'agriculteur sous forme de prêt. Il y a un effet de levier qu'il faut utiliser également. Voilà. Paolo, vous voulez réagir? Peut-être aussi essayer de nous aider à identifier quels sont les verrous éventuels ou qu'est-ce qui fonctionne ou qui dysfonctionne et qu'en se projetant, c'est un exercice compliqué, mais dans le futur, qu'est-ce qu'il faudrait, sur quoi il faudrait agir, en tout cas, ou sur quoi vous agissez, vous, à la Banque interaméricaine? Oui, merci. On a parlé un peu hier soir au dîner et justement sur les exemples de banques commerciales qui ont vraiment fonctionné dans le monde sur le secteur agricole. Et je ne veux pas faire des noms des pays ou des noms d'institutions, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde sur tout le monde, d'expériences positives vraiment sur les décennies, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu des efforts, des initiatives un peu partout, je pense plutôt dans tous les pays du monde. Mais il y a eu aussi une retraite un peu des banques multilatérales de se mettre spécifiquement sur la question du crédit agricole commercial. Je pense qu'il y a, et ça continue à y avoir, un appui aux institutions financières, mais c'est plutôt général, c'est plutôt neutre en termes de spécialisation sectorielle. Et ça a été un peu la position aussi de la banque multilatérale publique, de ne pas vouloir influencer ou directionner les actions du secteur privé et de ne pas vouloir impacter, disons, les conditions de marché. Ce que je comprends d'un point de vue de théorie un peu économique, aussi de vouloir respecter un peu les dynamiques de marché, mais clairement, ça génère des effets négatifs dans le sens qu'il y a clairement un sous-investissement des banques privées sur le secteur agricole, simplement pour les thèmes qu'on a discutés toute la journée, la perception du risque, le risque réel et la perception du risque qui peut être même plus haute du risque même. Et il y a peu d'expérience. En Amérique latine, il y en a peu d'expérience de succès sur ça. Il y a le Brésil, clairement, qui fait une politique nationale très forte de subvention du crédit, qui marche relativement bien. Je ne suis pas un expert du Brésil, je ne veux pas dire trop sur ça, mais c'est une expérience relativement positive. Il y a des expériences au Mexique, mais après, sur le reste de l'Amérique latine, il y a beaucoup d'expériences, mais j'ai un peu de mal à trouver des expériences très fortes. Je pense que c'est encore, et je reviens à ce que je disais un peu avant, étant donné la situation mondiale, étant donné les indicateurs préoccupants qu'on voit sur l'insécurité alimentaire et le défi climatique qu'on a devant, je pense que ce serait le cas de remettre ce thème de l'appui public au financement
commercial à l'agriculture sur la table d'une conversation peut-être à niveau global, mais au moins au niveau régional. Et je vous le dis pour ma propre institution, je ne suis pas le président de la BID, donc je ne peux pas prendre des décisions ce soir à 5 heures, mais quand même, je propose de le mettre sur la table. Karima, peut-être vous voulez réagir sur ces... Là, on est en train de commencer à réfléchir aux outils qui sont disponibles. Alors, on a beaucoup parlé de financement de l'agriculture, mais je ne voudrais pas qu'on oublie la question des filières, de la construction des filières. Peut-être qu'on reviendra aussi avec vous, Mariam, sur cette question de l'accompagnement des filières. Mais en termes d'outils, de financement, je sais que voilà, au travers des engagements de Danone, il y a quelques exemples que vous pouvez peut-être aussi partager, toujours avec ce regard un peu prospectif. Oui, je voudrais juste terminer sur le financement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ou le secteur privé a tendance à s'organiser entre industriels pour essayer de cofinancer des projets. Voilà, c'est pas forcément toujours simple, il faut s'accorder. Malgré tout, on est tout à fait conscient qu'on doit et on souhaite s'appuyer beaucoup plus sur des financeurs comme on a aujourd'hui la chance d'avoir autour de nous, parce que ce qu'on sait faire sont des pilotes. Et je crois qu'on doit rentrer dans une phase où, maintenant qu'on a fait quelques pilotes, qu'on a des exemples, il faut dupliquer, accélérer, s'organiser pour que ce soit beaucoup plus large que ce que peuvent faire des coalitions d'entreprises. Et c'est comme ça aujourd'hui que les entreprises fonctionnent plutôt. Coalition sur un territoire, et puis on teste des choses. Et je trouve que en tout cas, c'est ce véhicule-là aujourd'hui que les entreprises utilisent, même si on a des tentatives de mieux travailler avec le financement public. C'est pas évident, c'est pas intuitif pour une entreprise privée. On ne sait pas forcément comment s'y prendre, et puis peut-être qu'on a voilà, dans notre ADN l'envie d'aller vite, de s'organiser entre nous, de ne pas avoir le temps des dossiers. Mais je pense qu'on a à prendre des deux secteurs pour se rapprocher et être plus efficace sur un territoire ou sur une filière. Donc ça, c'était juste pour terminer sur comment on voit les financements. Sur les filières, là encore, il y a beaucoup d'exemples, évidemment, chez Danone. Je peux citer peut-être, puisqu'on a une représentante ici au Maroc, on a 45 000 agriculteurs, petits agriculteurs, éleveurs. Et donc, où vraiment, ça a été un grand challenge d'organiser une filière, parce que des gens très isolés sur le territoire, quelques têtes de bétail. Et donc, il faut pouvoir construire des bonnes pratiques communes, une traçabilité, comme ça a été dit par le témoin de Tunisie sur le livre. Finalement, sur le lait, c'est pareil. C'est comment on arrive à avoir les mêmes pratiques, la même qualité, le même rendement, et puis créer une communauté qui adhère à cette façon de travailler et qui a envie de progresser. Ça a été extrêmement bien fait au Maroc. Je vais donner un contre-exemple, parce que ça a été un peu travaillé et pointé du doigt par une personne tout à l'heure, qui est de dire comment on transforme plus et on fait plus, notamment en Afrique. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des pays comme le Nigeria imposent aux industriels agroalimentaires notamment de produire beaucoup plus localement et de transformer beaucoup plus localement. Et Danone n'échappe pas à cette obligation, et je trouve ça très très bien. Et c'est là aussi où des mécanismes entre public et privé peuvent réaliser des choses. Maintenant, c'est pas simple, et on cherche à se dire qu'est-ce qu'on peut dupliquer, qu'est-ce qui peut marcher et qu'est-ce qui ne marchera pas. Je suis pas sûre qu'essayer de dupliquer la façon de fonctionner d'une filière en France avec une coopérative, etc., fonctionnera au Nigeria. Donc le vrai sujet, il est là. C'est comment on crée très localement, avec la culture locale, avec ce rapport à l'agriculture locale, une filière à l'africaine, mais qui fonctionne bien, c'est-à-dire où il y a un rapport très fluide entre l'industriel et le groupe d'agriculteurs, que ce soit sur des pratiques, une qualité, un transfert de compétences. Et puis aussi, ça c'est un point que je voulais poser aussi, c'est comment on fait du leapfrog. Évitons de faire de l'agriculture comme on faisait il y a 60 ans en France, et comprenons tout de suite ce qui n'a pas fonctionné, puis essayons de se dire comment on fait de l'agriculture régénératrice peut-être dans des pays
qui ne sont pas encore structurés en filière. Est-ce qu'il y a là une opportunité? Donc c'est beaucoup de questions. Et moi, j'invite ceux qui ont envie de travailler avec nous sur ce sujet-là, parce qu'on ne sera pas de trop. On répondra présent, enfin j'espère. Paolo, vous vouliez réagir? Oui, simplement pour compléter un peu ce que je disais avant et que ça se rapproche aussi à la dernière contribution jeudi. Et ça m'a fait penser un peu à l'expérience. J'ai travaillé 5 ans en Haïti et bon, c'est une situation très particulière et très compliquée maintenant, mais disons de manière un peu historique dans les dernières 20 années, je pense qu'il y avait une situation claire, que peut-être c'est commune aussi sur beaucoup d'autres pays dans le monde. Il y avait des tout petits agriculteurs qui plus ou moins pouvaient avoir accès à certains types d'appui, des dons pratiquement, de très petits dons pour faire, je ne sais pas, 1 hectare de cacao, 1 hectare de café, des toutes petites choses. Là, il y avait beaucoup d'agences, beaucoup d'acteurs, dont la BID aussi, la FDA a travaillé avec nous sur ce type de choses. Et ce qui est bien, je n'ai rien en contre de ça, je pense que c'est des belles initiatives. Et après, il y avait la possibilité pour des grandes entreprises ou des grands investisseurs de prendre des prêts au sein aussi des banques publiques, commerciales. Il y a la Banque mondiale qui fait ça, il y a la BID qui fait ça, il y en a plusieurs, mais dans ce cas-là, il n'y avait pas les investisseurs qui effectivement voulaient faire dans un pays comme Haïti des grands investissements et prendre un énorme risque. Mais pour les gens, pour des jeunes, j'en ai connu beaucoup parce qu'ils venaient nous voir pour dire, moi j'aurais besoin de $50,000, j'aurais besoin de $5,000 pour lancer mon entreprise, pour lancer 20 hectares, pour lancer 15 hectares d'une nouvelle production. Sur ça, il n'y avait absolument rien. La réponse était, on n'a rien pour vous. On ne peut pas vous aider, c'est le secteur privé qui devrait vous aider. Mais le secteur privé n'était pas là non plus. Donc la réponse était, non, désolé, tu ne peux pas le faire. C'était ça. Et ça, je pense que c'était un problème énorme. Et je pense que ça se réplique aussi dans plusieurs pays du monde. Merci. Je vois que Mathieu, vous avez pris votre micro. Vous voulez dire quelque chose avant que je pose une dernière question? Très brièvement, ouais. sur les sujets des filières, en réaction à ce que disait notre collègue de Danone. Je voudrais pas qu'on ait l'impression qu'il ait de la responsabilité du secteur privé de l'aval de structurer les filières à lui seul, en fait. Et parce que Joséphine Francis est là aussi, il n'y a pas de filière sans organisation professionnelle forte. Qui soient en capacité de négocier avec le privé et qui soient en capacité de revendiquer sa part de la valeur ajoutée, aussi bien intentionné soit le privé de l'aval. Voilà. Et ça, faut le rappeler, parce que ça veut dire aussi que si ces organisations ne préexistent pas, eh bien, il faut des tiers qui interviennent et qui peuvent susciter ces organisations. Et puis l'État régulateur peut aussi être utile, quoi. Avant justement de redonner la parole à Joséphine et puis de passer à la séquence interactive avec vous et les étudiants, une dernière question pour vous, Mariem. On a beaucoup parlé entre nous d'incitation, de co-construction, de dialogue positif, mais il y a un mot qu'on n'a pas dit pour l'instant, le fameux éléphant de Garda tout à l'heure, c'est celui de la contrainte. Est-ce qu'il y a des réglementations qui vont peut-être aussi pouvoir engendrer des contraintes sur les banques, notamment pour le financement des transitions? Et ça fait écho à ce que disait ce matin Tania Sologoub, notamment sur les petits paradoxes, ou plutôt le bras twisté, le bras tordu de ces critères ESG qui vont finalement contraindre les financements à aller vers les pays les plus vertueux au détriment de ceux qui le sont moins. Où est-ce qu'on en est de ces réflexions sur la réglementation? Alors oui, je pense d'abord juste une remarque qui est une remarque vraiment sur la temporalité. Je pense qu'au Nord, on est sur une vision où le plus urgent, c'est de changer la façon de faire, alors que dans le Sud, on est encore dans des thématiques d'urgence, de sécurité alimentaire immédiate. C'est-à-dire que les agriculteurs avec lesquels nous, on travaille, c'est des agriculteurs qui se posent la question de comment ils vont vivre cette année. Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de production pour rester sur leur terrain et pour garantir à manger à leurs enfants? Donc je pense que clairement,
il faut adresser les deux sujets. C'est-à-dire, on est aujourd'hui d'accord sur le fait qu'il faut aller vers une transition, mais en même temps, il faut bien entendre ce qui est dit par les agriculteurs, qui est qu'on veut bien prendre un risque, mais un risque mesuré en sachant où on va. Et en sachant qu'on va trouver un marché, qu'on va trouver un prix rémunérateur, etc. etc. Et donc, c'est normal, quand on essaie de faire une transition, ben, c'est facile d'expliquer ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Et donc, quand on est sur le terrain et quand on parle aux agriculteurs, par exemple, on a fait un programme avec la fondation, notre fondation Crédit Agricole du Maroc pour le développement durable sur l'élevage laitier. On était vraiment dans des questions d'immédiateté, c'est-à-dire que les agriculteurs, en leur disant attention, hygiène des bêtes, attention sur des questions mais vraiment basiques, le premier retour c'était mais en fait j'ai pas d'aliments de bétail, j'ai pas assez d'aliments parce que les prix ont flambé, et on n'a rien pour leur donner à manger. Donc vous me parlez d'investissement par exemple pour acheter du petit matériel qui va m'aider à améliorer ma production. Mais moi, ma question, c'est que je ne sais pas si ma vache, je vais l'avoir à la fin de l'année, si je ne vais pas la vendre parce que je n'ai pas suffisamment pour la nourrir. Donc, il y a quand même un débat à avoir sur comment on accompagne concrètement ces agriculteurs pour qu'ils fassent la transition sans remettre en cause en fait leur existence même donc de producteurs. Et c'est la même chose en termes d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à investir malgré tout dans l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, mais en donnant des incitations, peut-être à des gens qui sont un peu plus structurés, des gens qui peuvent un peu plus prendre les risques que les tout petits agriculteurs. On focus beaucoup sur les tout petits agriculteurs, mais c'est là où c'est le plus difficile. Alors que si on agit sur des agriculteurs moyens ou sur l'aval, ben c'est plus facile d'impulser de cette manière. Donc, pour revenir à la question de la réglementation, c'est un peu la même chose qu'on fait dans la chaîne de valeur financière. Je m'explique. On va avoir, par exemple, l'AFD ou... je cite l'AFD parce que c'est un partenaire du Crédit Agricole du Maroc, mais en gros, tous les bailleurs de fonds internationaux qui ont cette volonté, qui ont des engagements très forts pour tout ce qui est finance verte, pour tout ce qui est ESG, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un dialogue qui est important à avoir entre les banques locales qui connaissent le marché. En fait, le marché aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas avoir des besoins de financement ou des demandes de financement sur du vert. On sait qu'on a des demandes de financement sur du conventionnel. Et donc, on va être dans ce dialogue avec les bailleurs de fonds qui, eux, vont vouloir, bien sûr, financer du vert qui est très difficile à générer. Donc, le travail qui est demandé aux banques locales, c'est d'aider à générer ce pipeline vert de projets qui vont répondre à un certain nombre de critères, etc. Et là, effectivement, la réglementation, c'est intéressant, mais ce n'est pas la seule chose. On ne veut pas arrêter du jour au lendemain des flux de financement avec des réglementations très contraignantes. De la même manière, la réglementation, elle est bien à condition de la faire respecter. Ça ne sert à rien de mettre en place des règles que personne ne peut suivre. Je peux donner un exemple qui est un exemple de terrain. Par exemple, sur la question de l'eau au Maroc, on a tous les outils réglementaires qu'il faut. N'empêche que dans la réalité, les pompages de l'eau continuent de façon anarchique, qu'on a une baisse des nappes phréatiques, qu'on le sait depuis des années et qu'il a fallu qu'on soit dans des situations dramatiques dans laquelle on est aujourd'hui pour qu'on commence à se dire il va peut-être falloir appliquer la réglementation. Je voudrais juste aussi peut-être ouvrir l'angle de la réglementation, parce que j'ai entendu la réglementation qui contraint. Et pour autant, moi, je vois aussi l'opportunité du jeu de la réglementation qui organise. Et pour nous, c'est très important parce que si je reprends le sujet de l'agriculture régénératrice, on observe qu'il va falloir qu'on ouvre un peu, qu'on regarde notre filière, certes, mais qu'on regarde l'exploitation de l'agriculteur, puisqu'on lui demande tous des efforts de transition. Et donc, je dois m'intéresser à son exploitation. Arrive derrière, OK, alors comment je valorise, comptabilise le sujet du carbone, mais les externalités dont on a beaucoup parlé, positives ou négatives,
Et donc, une fois que j'ai dit ça, c'est comment on se la répartit entre acteurs et qui a agi, financé et qui a pris une part dans cette transition. Et donc là, il y a un champ pour la réglementation d'aider les acteurs, qu'ils soient privés ou publics, à s'organiser, bien comptabiliser, pas comptabiliser deux fois, et s'assurer que chacun a bien valorisé ce qu'il a apporté ou impacté négativement. Et là, moi, je vois en tout cas un besoin de clarification là-dessus. Allez, 30 secondes, parce que je suis très généreux ce soir, avant qu'on donne la parole à Joséphine depuis Monrovia. Non, mais merci, mais je voulais simplement compléter un peu sur la question de la demande et disons de l'offre d'appui vert qui vient des institutions multilatérales. C'est quelque chose qui est très important maintenant. Je pense que ça va être de plus en plus fort, cette dichotomie, parce qu'il y a une décision des multilatérales de démontrer l'alignation avec l'accord de Paris sur toutes les opérations qui vont être approuvées d'ici. La BID a commencé le 1er janvier. La Banque mondiale, je comprends, ça commence le 1er juillet. Donc, il va y avoir un filtre très fort sur toutes les initiatives qu'on fait, que ce soit aligné aux objectifs de l'accord de Paris. Donc, et je comprends que ça crée des contradictions entre ce que nous on propose, sur lequel je suis d'accord, mais avec la demande du privé et aussi des gouvernements nationaux et locaux parfois. Donc ça va créer une discussion encore plus forte. Bon. Là, je ne peux pas abuser de ma générosité moi-même, mais parce que je voudrais surtout que Joséphine puisse réagir, ne serait-ce que quelques instants pour peut-être nous partager ses impressions, ses points clés de cette discussion autour de la mobilisation. En face de vous, il y a un acteur d'une banque bilatérale, d'une banque multilatérale, d'une banque commerciale et du secteur privé. Donc, ça me semblait important de faire ce ping-pong et de proposer à Joséphine qu'elle puisse partager quelques réflexions avant que Capucine nous rejoigne et qu'elle accompagne peut-être les questions des étudiants. Si Joséphine est toujours avec nous. Ah, on ne vous entend pas, Joséphine. Est-ce que... Oui, je pense que c'est bon. Est-ce que Joséphine... Can you hear me? Oui, ça y est, on peut vous entendre. We can hear Everything that was Yes, we can hear you. discussed and all those that on this platform today, we have to continue to speak to each other, because no one organization can solve the problem that we are having globally. Agriculture is very important. And when you look from where I come from in the continent, we have 1.4 billion people in this continent. And I keep hearing about challenges and how can they have access to market. The farmers also interested in having ownership to land. And the governments of Africa have committed themselves with the Maputo Declaration to increase 10% of the national budget for agriculture. But up to present, very few countries like Uganda is trying to implement that. And, you know, Liberia, where I'm from, have the same story as Uganda. We're a very small country with less than 6 million people. And our youth population is very huge. And as the farmers' organization president, we lobby with our government, we lobby with private sector, we lobby with donors, because a huge youth population that have migrated from rural Liberia into the city because they are seeking opportunity. And this is not just Liberia, it's the 15 countries in West Africa. So we need to come together and continue to talk about this sector and how we can create jobs. How can we support our farmers financially to make an impact in the livelihood? ROPAT in recent time is now lobbying and advocating for agroecology
and family farms, because family farms feed the world, family farms feed the country, and family farms are the husband, the wife, and the children. So we need to continue the conversation. At the COP27, for the first time, farmers had a voice, farmers had a space. We spoke to our leaders, we spoke to our head of states, we lobbied to make sure that agriculture be taken seriously, and they must also be committed to the Maputo Declaration. Because with what's happening now with the Ukraine and Russia war, you never know when this will end. And Africa as a country imports billions dollars of food. Liberia, our staple food is rice. We spend over $400 million for rice import. And we are blessed with all the natural resources to grow our own food. Well, we are now trying to work and see how we can be sustainable, because COVID-19 also hurt our economy. And there are too many people going to bed hungry because of the lack of food. So we having a discussion of the food system. How can we make sure that the food system will work for agriculture, work for Africa? Agroecological agriculture is important. We're talking also with research institutions. How can you come and collaborate, the big countries, the rich country, to collaborate with our research institution to start to work with our indigenous seeds so we can have a healthy life and a healthy environment and have food for our population and create jobs for the young people. We need to train them. The women always been the one in the front come to agriculture, but they are the poorest in almost every country. We need to make sure to support the effort of agriculture with women and youth to be able to create jobs for this population, these vulnerable people, and agriculture would be the best way to go. I will stop here for now. Thank you. Merci beaucoup, Joséphine Francis, qui était en direct. Merci à elle, merci à tous les quatre. Vous restez avec nous parce que nos deux étudiants sont là. Ils ont deux questions pour vous. Je vais leur laisser la parole tout de suite. La synthèse des questions de cette dernière table ronde interroge la cohérence entre les politiques publiques et les objectifs d'amélioration de productivité ainsi que de la sécurité alimentaire. La question est donc de savoir, est-ce que l'ouverture des marchés peut aller de pair avec la sécurité alimentaire, et comment est-ce que les organisations des paysans telles que l'Europa peuvent faire pression sur l'État pour obtenir des financements? Je ne sais pas qui veut répondre, c'est peut-être une... Ah, tu veux poser la deuxième question? Je pose en même temps la deuxième question, surtout sur le financement. La question est toujours ciblée à Mariam. Dans le cas de beaucoup de pays du Sud, où les agriculteurs sont dans le secteur informel, quelles pourraient être les pistes d'adaptation des banques, notamment privées ou commerciales, pour s'ouvrir davantage aux agriculteurs qui ont faible accès aux services bancaires, et surtout aussi le financement aux initiatives féminines qui surtout sont les principales actrices de l'entrepreneuriat agricole. Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être la première question pour Mathieu ou Mariam. Okay. Alors, je vais m'y essayer. Je pense qu'on a quand même assisté ces quelques dernières années, du fait de la crise Covid, du fait de ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte de la guerre en Ukraine, à un changement de paradigme assez important sur la vision collective que l'on peut avoir et que les politiques ont sur la question de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un quasi-consensus sur la notion de progresser vers une souveraineté alimentaire.
Ce qui veut dire réduire les dépendances et identifier lesquelles sont incontournables. Moi, à titre personnel, je pense que ça interroge effectivement, à l'aune de ce nouveau paradigme, l'adéquation du fonctionnement des marchés internationaux agricoles. C'est un point de vue personnel qui n'engage que moi. Et je pense que la question peut effectivement être posée. Voilà. Une réponse générale à une question générale, j'espère que j'y réponds correctement. Mariam, est-ce que vous voulez répondre à la seconde question? Oui, alors, juste pour aller dans le sens de Mathieu, effectivement, aujourd'hui, après des années et des années, on est prêt à entendre enfin ce discours qui est de dire que le libéralisme intense, le libre-échange dans l'agriculture n'est peut-être pas la meilleure des voies et qu'on s'autorise à avoir des marchés qui sont régulés, à avoir des frontières, un contrôle aux frontières des échanges alimentaires et qu'on s'autorise à se protéger sur un certain nombre de filières stratégiques. Alors pour la deuxième partie qui est celle de l'agriculture et des agriculteurs qui sont dans le secteur informel, alors chez nous, l'agriculture, un agriculteur est défini tout simplement par le lien qu'il a à la terre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un agriculteur nous prouve ou est capable de démontrer qu'il a un lien à la terre et qu'il cultive cette terre, alors ça devient un éventuel client. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de prouver qu'il a un registre du commerce. Les agriculteurs ne sont pas inscrits dans un registre du commerce, ni n'ont pas d'identifiant fiscal, etc. D'ailleurs, ça, c'est aussi un sujet qu'on a avec nos bailleurs, puisqu'il faut expliquer que on considère un agriculteur comme une TPE, mais même s'il n'a pas de registre du commerce, même s'il n'a pas d'identifiant fiscal, mais qu'on a d'autres moyens de définir l'agriculteur dans un pays comme le Maroc. Donc à partir de là, le financement, ce n'est plus en termes de formel ou pas formel, c'est plutôt en termes on va dire, d'activité. Donc ce qu'on va regarder, c'est plutôt son activité et pour faire simple, on va comparer ça, on va évaluer un certain nombre d'indicateurs dans son activité et on va voir est-ce que le financement qu'il demande, donc il faut que ça soit un investissement productif, est-ce que cet investissement justifie d'être financé? Et l'enjeu actuel, c'est de pouvoir intégrer dans cette vision et dans cette évaluation du financement d'autres indicateurs qui sont des indicateurs de type ESG, des indicateurs sur son utilisation, par exemple, durable des ressources naturelles, sur le fait qu'il ne va pas détruire le sol, sur le fait qu'il va pouvoir utiliser de façon durable les ressources hydriques disponibles, etc. Et l'autre enjeu, on en a parlé rapidement, ça va être l'évaluation de l'impact du financement. Alors l'évaluation de l'impact en termes économiques, bien sûr, mais aussi en termes économiques, en gros, s'il repaye sa dette, c'est que tout s'est bien passé. Maintenant, en termes environnementaux et autres résilience, etc., c'est plus compliqué. Et c'est là que ça devient difficile parce que finalement, ce qu'on voudrait bien démontrer, c'est qu'un financement qui est durable et donc dans une agriculture qui est plus durable, va pouvoir générer un impact plus intéressant qu'un financement conventionnel, on va dire. Merci beaucoup, Mariam, et merci à tous les quatre. Merci à Mathieu qui a animé cette conférence. Je vous laisse rejoindre la salle. Merci infiniment.